Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis heureux, comme tous les jeudis, de vous retrouver entre 17 et 18 heures, heure de diffusion de la vidéo, de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'histoire des marques de matériel agricole. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire, une histoire belge. Hein, ça songe un peu, non? Oui, mais pas une histoire belge. Il était... Ouais, c'est un belge. Non, pas celle-là. Une histoire belge de matériel agricole. Allez, je vous en dis plus après le générique. Top générique. Et oui, les amis, au sommaire aujourd'hui, bien entendu, une nouvelle marque de matériel agricole. Et là, ça va être l'histoire, une histoire belge. Non, pas une histoire humoristique belge. Non, une histoire de matériel agricole belge. Et cette histoire belge, c'est l'histoire des frères Claeys. On en parle tout de suite. Et oui, c'est au milieu du XVIIIe siècle. À cette époque, on mentionne déjà à Zedelgem un forgeron du nom de Claeys. Le XXe siècle naissant vit les frères Claeys entreprendre la fabrication et la vente de bicyclettes, alors que Rémy Claeys continuait dans cette branche et fondait la fameuse firme Flandria, fabrication de bicyclettes, cyclomoteurs et tondeuses à gazon. Léon, lui, s'intéressait au matériel agricole. Et dès 1903, il s'associa avec la maison allemande Jacobi, fabricant de petites batteuses à grains. En 1906, Léon Claeys, qui est né en 1879 et décéda en 1966, estima qu'il avait les capacités nécessaires pour devenir un constructeur et il créa les Werkwijnen Léon Claeys. Des ateliers et une fonderie furent mis en service. Les premières productions de la nouvelle entreprise consistèrent en petites batteuses ainsi que des manèges de traction à traction Sovaline. Aujourd'hui bien oubliés, bien entendu, ces manèges servaient à actionner les batteuses. La production de manèges Claeys fut relativement importante. Une bonne partie fut exportée. Après la Première Guerre mondiale, les ateliers Claeys produisirent divers types de moteurs à essence et semi-diesel, habilités à actionner les petites machines stationnaires. Un peu plus tard, Claeys se lança dans la fabrication de grosses batteuses pour l'entreprise et de presse à paille et de récolteuses de lin, dont de nombreux exemplaires furent vendus à nos voisins français. C'est ce que disait, bien entendu, la marque Claeys à cette époque. L'usine fut occupée et utilisée en partie par les Allemands durant les deux guerres mondiales. Durant le dernier conflit, en dehors de l'activité de Claeys, les ennemis s'y consacrèrent à la réparation et l'entretien d'avions de combat. Pendant la guerre 40-45, Claeys construisit ainsi des gazogènes. Ces appareils qui permettaient de convertir les moteurs de voitures, camions et tracteurs afin d'utiliser le charbon de bois comme carburant.
de petites machines de ferme telles que les aplatisseurs d'avoine faisaient aussi partie de la production. Mais surtout, Claes tira profit des enseignements qu'il avait acquis grâce à des relations avec Rudolf Diesel pour entreprendre la fabrication dans un premier temps, de moteurs semi-diesel, mais dès plutôt 1945, les moteurs diesel 4 temps de 1, 2, 3 et 4 cylindres à image industrielle ou marin, ainsi que des groupes électrogènes. À cette époque, la construction de batteuses à grand rendement, dont les réputés XMD et XMH, ainsi que les presses à basse et haute densité, dont une expansion considérable. Évidemment, ça a permis à Claes de le développer plus considérablement. Et donc, l'usine Claes de Zedelgem, près de Brugge, en ancien belge, employait à peu près 400 personnes, en gros, à cette époque. Louis Claes, qui lui est le fils de Léon et qui est né en 1908 et décédé en 1980, avait pris la direction de l'usine et était secondé par M. Demey, directeur, et M. Cohen, chef de la production, puisqu'il produisait déjà des batteuses, mais aussi des moteurs diesel. Louis décida tout naturellement de mettre la fabrication de tracteurs à l'étude. Et dès 1947, 2 modèles de tracteurs virent le jour, un 2 cylindres de 25 chevaux et un 4 cylindres de 50 chevaux. Pour l'époque, pour rappel, on est en 1947. Ces 2 machines étaient principalement destinées à l'entraînement par courroie des batteuses ainsi que le remorquage d'un site de travail à l'autre. Il n'y avait pas de relevage d'outils prévus à cette époque. Les moteurs disposaient d'un système de décompression sur chaque cylindre afin de permettre le démarrage à la manivelle. Le NKT, lui, développé 25 à 30 chevaux et est équipé d'un moteur 2 cylindres de 2,666 litres de cylindrée. Le NKV, lui, développé 50 à 60 chevaux et c'était un moteur de 4 cylindres de 5,320 cc. Il disposait de 5 vitesses avant, une vitesse arrière, vitesse maximum sur route 26 km/h. La prise de force tournant à 600 tours minute. Et il y avait la possibilité d'un blocage de différentiel. Et dès 1946, le grand courant de la mécanisation agricole se mit en branle, principalement avec l'arrivée de matériel nord-américain. On parlait déjà de moissonneuses-batteuses, mais d'une manière générale, on croyait que ce genre de machine de récolte n'était utilisable qu'en climat sec et stable. Cependant, les essais poussés démontrèrent que, au contraire, ces machines formidables permettaient de sauver bien des récoltes. Et dès 1948-49, Louis Claes réagit promptement en proposant des moissonneuses-batteuses tractées produites à Zedelgem. C'était des machines lourdes du type MD et MK, équipées d'un moteur auxiliaire. Les tracteurs tiraient difficilement ce genre de matériel dans les champs. Le constructeur allemand Claas Patent fit son apparition sur le marché avec des machines du même type.
Un peu plus tard, les anglo-saxons venaient nous révolutionner en introduisant des moissonneuses automotrices qui, en raison de leur énorme avantage, rendirent rapidement les machines tractées totalement obsolètes. Louis Claes eut le génie de réagir sans retard et dès 1952, il devenait le premier constructeur du continent européen à proposer une moissonneuse-batteuse automotrice, la fameuse Claes MZ. Et ensuite vint les Clayson, dont le succès fut considérable. La marque Clayson fut choisie afin d'éviter toute confusion commerciale entre les marques Claas et Claes. Parce que Claas a trouvé que Claes avait une consonance qui revenait à la marque Claas. Donc, et Claes a changé son nom en Clayson. Lors de la fusion avec Sperry New Holland en 1964, l'usine de Zedengem comportait et embauchait 2488 employés. Cette évolution fut évidemment préjudiciable aux tracteurs Claes, dont l'utilisation principale disparaissait. 75 tracteurs furent construits entre 1947 et 1951. Par la suite, M. Louis Claes a créé à Dickmude une entreprise séparée pour la production d'engins de manutention sous la marque Claes, renaissante. D'autre part, l'entreprise de Zedengem fut entraînée dans une série de fusions de diverses grosses sociétés multinationales. Elle est actuellement le siège européen du groupe CNH Global. CAS New Holland. Nos amis flamands peuvent être fiers quand même de ces pionniers et grands concepteurs que furent Léon et Louis Claes. Les tracteurs Claes restaurés sont visibles. Ces divers collectionneurs tels... Eh oui, commençons déjà par parler de la Claes MZ. Cette moissonneuse qui, en 1952, est la première moissonneuse-batteuse automotrice aboutie fabriquée en Europe dans l'usine belge de Léon Claes à Zedelgem. Elle fait suite à la MK, moissonneuse tractée datant de 1948, mais non produite en grande série. Cette machine est largement vendue, et bien qu'elle soit produite jusqu'en 1960, il apparaît nécessaire d'en étudier une évolution dès le milieu des années 50, car d'autres fabricants ont sorti des engins concurrents. C'est ainsi que la Clayson M103 est mise sur le marché en 1957, se distinguant de la MZ par des améliorations techniques et une plus grande puissance de moteur. La MZ, la machine est équipée d'un moteur essence Austin à 4 cylindres d'une puissance de 55 chevaux ou un Perkins diesel de 65 chevaux. La boîte de vitesse à commande manuelle comporte 4 rapports avant et 1 rapport arrière, couplé avec un variateur de vitesse hydraulique, ce qui lui confère une vitesse maximale de 20 km/h. La Claes MZ est équipée d'une trémie de collecte du grain en vrac d'une capacité de 1 tonne à 2 tonnes en option, ou d'un trieur alimentant un dispositif dans sa salle. Enfin, quand je dis tonnes, je dis 1500 à 2000 litres. La largeur de coupe peut aller de 3 à 4 mètres. Évidemment, à cette époque-là, quand même, c'était des grosses machines. Une barre de coupe spéciale pour le maïs existe et la machine peut être équipée de chenilles à la place des roues motrices pour la récolte du riz. Le dispositif de séparation du grain comporte un batteur rotatif de 1030 mm de large
pour 600 mm de diamètre et 5 secoueurs alternatifs d'une surface totale de 3,6 m² en métal monté sur un cadre en bois. La masse à vide en or de la MZ est de 3 tonnes 700. La position très élevée du poste de conduite garantit dans une certaine mesure le conducteur des poussières. Elle est aussi au même niveau que la plateforme dans sa sage, mais la vue sur la barre de coupe reste perfectible. Puis la M103 donc fut fabriquée et commercialisée par Claes. En effet, comme la Claes MZ est la première moissonneuse-batteuse automotrice, la 103 est donc le modèle de machine fabriquée à 27 510 exemplaires entre 1958 et 1967. Quand même, c'est vrai que pour l'époque, 27 510 exemplaires en 9 ans, c'est quand ouais, 9 ans, oui, 5 ans en 9 ans. Bravo. Et donc, cette machine, comme je viens de vous le dire, est quand même largement vendue. Et bien qu'elle soit produite jusqu'en 1960, la MZ, il apparaît bien entendu, comme je vous l'ai dit précédemment, que Claes envisage la suite parce que c'est vrai que les autres concurrents, eux, ils continuent à se développer. Et donc, la 103 est donc mise sur le marché en 1957. Et elle s'est distinguée, bien entendu, par son moteur qui a une plus grande puissance et c'est-à-dire que c'est vers 1964, 65, 66. Enfin, de ce qu'on m'en a rapporté, dans ces années-là, la 103 apparaît avec un moteur qui gagne quelques chevaux et des modifications techniques mineures. La production de la M103 cessera en 1967, mais comme je vous l'ai dit, depuis 1958-59, il y a quand même eu plus de 27 000 exemplaires, 27 510 exemplaires. Et après, dès 1962, la relève est assurée quand même. Par rapport, on trouvera aussi la M122 et la M140. Ce sera une gamme de machines quatre machines, je crois. Il y a eu la M85, M75, M122, M140. Et après, on passera dans la catégorie New Holland, bien entendu. Et donc, le moteur le plus fréquemment installé sur sur les Claeson ou Claes, comme vous voudrez, M103 est un diesel Ford à 6 cylindres à injection directe d'une cylindrée de 5415 cm3. Sa puissance de 80 chevaux
de 1958 à 1965 va passer à 87 chevaux dans les 2 dernières années de la production et de la fabrication de la M103. Selon les années et les pays dans lesquels les machines sont vendues, des moteurs Perkins refroidissement à eau ou Dutch refroidissement à air peuvent être montés. La boîte de vitesse à commande manuelle comporte 3 rapports avant et 1 rapport arrière, ce qui a toujours été à peu près le cas chez tous les fabricants, même des années plus tard. Et donc, couplé avec un variateur de vitesse hydraulique qui lui confère une vitesse maximale d'à peu près 20 km/h. La machine est de série équipée d'une trémie de collecte de grains en vrac d'une capacité de 2000 litres, soit à peu près 2 tonnes, quoi, même un petit peu plus, mais peut en option recevoir un trieur et un dispositif dans sa salle. C'est-à-dire que cette moissonneuse, soit, bon, elle était en système, comme on connaît à l'heure actuelle, la trémie, avec la goulotte, bon, avec des pliages hydrauliques manuels, hein. Si je peux dire. Non, il n'y avait pas de dépliage hydraulique, c'était à la main, mais bon, peu importe. Ou alors, il y avait un système avec une passerelle où on pouvait mettre en sac la récolte. Après, bon, ça c'était en fonction des besoins de chaque agriculteur à l'époque. La largeur de coupe, comme pour la précédente, était de 3 à 4 mètres. Bien sûr, toujours la coupe pour le maïs et toujours la possibilité de l'équiper avec des chenilles. Le système de séparation reste le même avec un batteur rotatif de 1030 mm de large et 600 mm de diamètre et 4 secoueurs alternatifs d'une surface totale de 3,7 m². Le poids de la machine, lui, passait à 5 tonnes 300. Comme quoi, on pouvait déjà avoir une grosse évolution, et bien entendu, ce qui va avec aussi, c'est que plus les machines ont évolué et plus elles deviennent lourdes, parce que les équipements ne sont plus tout à fait les mêmes. Dans les mêmes années que la M103 fut produite, la New Holland Clayson M73, qui fut produite de 1957 à 1961. Elle avait une cylindrée de 3610 cm3 pour un moteur à 4 cylindres et d'une puissance de 40 chevaux. Une boîte mécanique, bien entendu. Nombre de vitesses 2. Et vitesse de déplacement, cette machine pouvait se déplacer entre 1,5 km/h en vitesse minimale et à 19,2 km/h en vitesse maximale. Cette même machine pouvait avoir une barre de coupe allant de 2,20 m à 2 mètres, presque 3 mètres, mais elle disposait de 4 secoueurs et son poids était de 2,7 tonnes. Pour la M80, qui était équipée d'un moteur Ford, elle faisait le même nombre de centimètres cubes, c'est-à-dire 3610 cm3. Par contre, elle passait à 59 chevaux et est équipée de 3 vitesses, dont 3 avant et une arrière.
deux avant et une arrière. Enfin bon. Sa vitesse de déplacement passait de 1,3 minimal à 19,5 km/h maximal pour un poids total de 3 tonnes 9. La capacité de la trémie était de 1 tonne 5 pour la 75, pour la 80, idem. C'était le même poids. Pour la 89, la M89 Clayson, qui a été fabriquée de 1965 à 1967, était équipée d'un moteur Ford de 5415 cm3. Il comportait 4 cylindres et était de 56 chevaux, un petit peu moins que la M80 qui fut fabriquée jusqu'en 65. Étonnamment bizarre, mais c'est comme ça. Et donc pour la boîte, c'était la même chose. Le poids passait à 4 tonnes. Ce qui était quand même considérable. Et donc, je vous l'ai dit, la M103 qui, elle, on a vu le descriptif juste précédemment. Puis arrivèrent les M122, M133, M135 et M140. Bon, des machines que j'ai plus connues quand même, malgré que j'ai connu quelques 103 qui existaient encore vers 1960, on va dire 74, 75. Mais bon, déjà, il y avait plus de M140 qui existaient et qui tournaient à l'époque où j'avais 5-6 ans, quoi. Et donc la 122 Clayson, sortie des usines entre 1967 et 1969, était équipée d'un moteur Ford de 3933 cm3 avec un nombre de cylindres de 4 cylindres. La puissance était de 80 chevaux et était équipée d'une boîte méca 3 vitesses. Et bien entendu, la vitesse de déplacement était de 1,3 km/h pour le minimal et 19,3 km/h pour le maximal. La largeur de coupe était de 3 mètres à 3 mètres 50, 3 mètres 60. Elle était équipée de 4 secoueurs et pesait 4 tonnes 700. La 133, construite entre 1966 et 1969, équipée d'un moteur Ford, elle aussi, de 5403 cm3. Le nombre de cylindres augmente de 2 cylindres pour passer à 6 et 95 chevaux. La vitesse de déplacement de cette machine reste le même, 1,3 pour les minimales à 19 km/h pour les maximales. Elle dispose d'une plateforme de coupe idem entre 3 mètres et 3 mètres 60, équipée de 4 secoueurs. Il faut reconnaître qu'à cette époque-là, 3 mètres 60, c'était déjà des belles machines. Et elle passe à 5 tonnes 3 de poids. La M135, construite entre 1966 et 1969, elle est équipée d'un moteur Ford, toujours en 6 cylindres, qui développe 95 chevaux, avec un réservoir à carburant de 160 litres. Et la vitesse de déplacement est entre la minimale 1,5 et 19 km/h. Elle dispose d'une plateforme de coupe entre 3,60 m et 4,20 m. Et
le poids de la machine est de 5 tonnes, 550. On va presque dire 5 tonnes 6. Et la Clayson M140 de 1962 à 1966, toujours équipée d'un moteur Ford de 5899 cm3, nombre de cylindres 6 et atteignant 105 chevaux. Une boîte mécanique avec une vitesse minimale de 1,4 km/h à 21,4 km/h pour la vitesse maximale. Elle était équipée d'une coupe qui pouvait aller de 3,60 m à 4,20 m, mais elle était équipée de 5 secoueurs, ce qui la rendait plus performante, et pesait 5 tonnes 700 en poids maximal. Quand même des belles machines pour l'époque, hein, faut reconnaître que bon, même si on reste chauvin parce que bon, nous on avait Bro, mais bon, les Belges n'étaient pas en reste et aussi savaient faire du matériel agricole. Puis arrivèrent les Clayson de la série 1000. En effet, qui, elles, prennent le nom de New Holland. Et nous, bon, je les ai connus, moi, même s'il en reste encore quelques-unes par-ci, par-là qui tournent. Et donc, on pouvait voir, bien entendu, le nom New Holland Clayson. Déjà, bon, la série 1000, enfin, 15-20, 15-30, 15-40, 15-45 et la S 15-50. En effet, ces machines commençaient à devenir beaucoup plus conséquentes. Et pour la 15-20 jusqu'à la 15-30, elles furent fabriquées de 1971 à 1980, c'est-à-dire encore une longévité de 9 ans. La 15-20 était équipée d'un moteur Ford qui développait 72 chevaux avec une boîte mécanique, bien entendu, 2 à 3 rapports, et qui avait une vitesse minimale de 1,3 km/h à 19,3 km/h pour la 15-20. Et la largeur de coupe était de 3 mètres, on va dire à 3,40 mètres, avec un poids de 5 tonnes 120. Elle était équipée de 4 secoueurs. La 15-30, elle, avait un moteur Dutch et développait 98 chevaux. Elle avait une boîte mécanique à 3 rapports, bien entendu, avec une vitesse minimale de 1,6 km/h et maximale de 21,4 km/h. Elle avait une coupe de 3 mètres, entre 3,65 m et on va dire 3,95 m, approximativement, hein, avec un poids total de 5 tonnes 720. La 1540 fut fabriquée entre 1971 et 1979, tout comme la S1550. Et la 1540 était équipée d'un moteur Dutch à 6 cylindres de 116 chevaux, avec une boîte mécanique bien entendu, qui avait une vitesse minimale de 1,5 km/h et une vitesse maximale de 21,5 km/h, on va dire 22. Et puis avec du vent de dos, on arrivait peut-être à 23. Allez, une petite plaisanterie. La coupe variait entre 3,60 m et, on va dire, 4 mètres. Et pour un poids total de 6 tonnes 600.
La 1545, elle, fabriquée entre 1971 et 1976, était équipée d'un moteur Ford 6 cylindres de 120 chevaux, boîte mécanique, comme les précédentes versions, qui allait en vitesse minimale à 1,6 km/h à 21,4 km/h pour la vitesse maximale, avec une largeur de coupe allant de 4 mètres à 4 mètres 50, 4 mètres 60 on va dire, avec équipé de 5 secoueurs, et le poids de cette machine était de 7 tonnes 250. Et entre 1973 et 1979, la S1550, équipée d'un moteur Ford qui lui développait 140 chevaux, avec une boîte méca tout pareil, et qui en vitesse minimale allait de 1,6 km/h en vitesse maximale à 24 km/h. Elle était équipée soit d'une coupe de 4 mètres, qui pouvait aller de 4,50 m jusqu'à 5,20 m, équipée de 5 secoueurs, avec un poids approximatif de près de 8 tonnes. La capacité était de 3,5 tonnes de trémie, pour 2,6 tonnes pour la 1545, ce qui en faisait des machines hyper polyvalentes pour l'époque. Rappelons-le, on n'avait pas besoin de désaccoupler ni de raccoupler, parce que très peu de arrivé à certains stades, 5 mètres, là on était obligé de désaccoupler, mais à cette époque-là, des machines de cette largeur-là étaient plus utilisées dans les plaines que dans les exploitations de la Suisse normande où j'habite, ou même du bocage de l'Ornay ou dans la Manche. Et bien sûr que l'Essonne va rester sur d'autres machines, telles que en 1900, dans le début des années 80, la Newland Clayson série 8000, avec la 8030 qui, elle, a été fabriquée de 1985 à 1991, était équipée d'un moteur Fiat qui développait 91 chevaux. Sa vitesse d'avancement allait de 1,7 à 23,8 km/h pour un poids, pour un tablier de coupe de 3 mètres et un poids de 7 tonnes. La 8040, elle, de 1985 à 1991, était équipée d'un moteur Ford de 6 cylindres de 113 chevaux qui se déplaçait au minimum entre 1,8 km/h à 27 km/h. Bien entendu, la coupe était entre 3 mètres et 3 mètres 70. Elle pesait quand même 7 tonnes 200. La 8050 construite entre 1980 et 1982 était équipée d'un moteur Ford de 6 cylindres 216 chevaux qui allait en vitesse de déplacement minimum 1 km/h à 22 km/h avec une coupe qui allait de 3 mètres 60, on va dire 70 à 4 mètres 20 et qui pesait 7 tonnes 50.
Et pour finir, bien entendu, nous allons nous intéresser à la dernière série de la série 8000. Alors dans la série 8000, après la 80-50, est sortie la 80-55. Elle fut fabriquée entre 1983 et 1991. Elle disposait d'un moteur Ford de 116 chevaux, de 6 cylindres, de 6220 cm3. Elle était à transmission mécanique et composée de 3 vitesses. Sa vitesse de déplacement minimale était de 1,7 km/h à 24,6 km/h. La largeur de coupe allait de 4 mètres à 4 mètres 60 et était équipée de 5 secoueurs. Cette machine pesait quand même 7 tonnes 550 7 tonnes 550 avec la cabine, et sans cabine elle pesait 7 tonnes 250. Pour la 80-60 qui fut fabriquée entre 1979 et 1982, elle disposait elle aussi d'un moteur Ford de 116 chevaux et était équipée d'une boîte mécanique. Sa vitesse d'avancement minimale était de 1,5 km/h à 22,8 km/h. Elle disposait de la même coupe que la 80-55, était équipée elle aussi de 5 secoueurs et pesait sans cabine 7 tonnes 550 et 7 tonnes 8 avec la cabine. Pour la 80-70 fabriquée entre 1978 et 1986, elle était équipée d'un moteur Ford, elle aussi, avec un moteur qui développait 140 chevaux à 6 cylindres turbo. Elle était équipée d'une boîte de vitesse à 3 rapports et avec un avancement hydrostatique. Sa vitesse de déplacement minimum était de 1,2 km/h à 25 km/h pour le maximum. La coupe était entre 4,50 m et 5 mètres. Elle disposait de 5 secoueurs et pesait 8 tonnes 8 sans cabine et avec cabine 9 tonnes 300. La capacité était de 5 tonnes 6. La New Holland 80, la plus grosse de la gamme New Holland Clisson, et elle fut fabriquée entre 1978 et 1984. Elle disposait d'un moteur Mercedes-Benz V6 turbo d'une puissance de 175 chevaux et avec un avancement hydrostatique et un envoi de vitesse de 4 rapports. Sa vitesse d'avancement minimum était de 0 à 25 km/h. Elle était équipée d'une largeur de coupe de 5 mètres jusqu'à 5 mètres 80 et était équipée de 6 secoueurs. Le poids avec cabine, parce que j'en ai pas connu sans cabine moi, était de 8 tonnes 750.
Moi, personnellement, j'ai eu ce type de machine que j'avais acheté d'occasion, une 80-80, d'une très bonne conception. Je ne vais pas aller dire que... Mais c'est une machine que j'avais achetée en début de saison, enfin, avant le début de saison. Et c'était une machine de démonstration. Je l'ai eu au niveau de la conception de battage, aucun problème. Là où les problèmes étaient, c'était au niveau du moteur. Elle n'a jamais fini la saison. D'ailleurs, elle est restée parce que bon, pendant 15 jours, 3 semaines, je ne vais pas dire tous les jours, mais presque tous les jours, les mécanos intervenaient sur cette machine parce que j'ai eu des problèmes de pompe d'injection, j'ai eu des problèmes d'arrivée de gasoil. On a changé les filtres, ils ont été même jusqu'à changer le réservoir. Qu'est-ce qu'il y a encore eu il y a eu un problème de turbo. Il y a eu... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je ne sais plus. Si bien que, bon, bénéfice net, au bout du compte, la machine m'a été remboursée et elle est restée chez le client, c'est lequel elle est tombée en panne, parce que le moteur a lâché. Donc, j'ai même pas fini la saison avec cette machine-là. Dommage, mais bon, c'est pas la meilleure des expériences que j'ai eues. J'ai eu une 80-60. J'ai jamais eu aucun problème avec la 80-60 qui était une excellente machine et qui tournait super bien. Enfin, voilà pour la petite anecdote. Et c'est vrai que c'est les dernières moissonneuses sur lesquelles on aura pu voir associé à New Holland le nom de Clayson. Même si les séries suivantes de moissonneuses New Holland ressemblaient énormément à la série 8000, mais le nom Clayson n'apparaissait plus en duo avec le nom New Holland. Donc c'est de la nostalgie, c'est des souvenirs, c'était du bonheur, quoi. C'était l'époque où il faisait bon encore vivre en agriculture quelque part, et où on pouvait prendre encore le temps en entreprise d'arriver chez les clients, de parler de la convivialité. Les clients nous apportaient à manger, nous apportaient le casse-croûte. Des fois le soir, quand on avait fini, on mangeait avec eux. Enfin bon, c'était une autre époque. Voilà. Alors j'espère que ce documentaire sur Clayson vous a plu. Et je vous invite tout simplement à nous retrouver, à ce qu'on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de l'histoire des marques de matériel agricole. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, déjà un excellent week-end, parce que là, le week-end, c'est demain soir, pour beaucoup. Et puis pour d'autres, non. Quand on est éleveur, les week-ends, non, il n'y a pas de week-end. Parce que les vaches, elles s'en foutent de savoir si on est samedi ou dimanche. Bon, ou tout animal, à partir du moment qu'on est éleveur. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour ceux qui travaillent tous les jours pour nourrir notre pays, nourrir les Français, comme j'ai pu le faire pendant un bon nombre d'années.
sur ce, je vous souhaite encore une fois une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain. Ciao, ciao, bye bye.